je me suis dit, il faut que j'écrive notre histoire de gens de l'immigration, parce que l'histoire de France ne va pas l'écrire. Maman avait, et c'était bien pratique, une réponse toute faite. Je ne me suis pas inspiré que de ma mère, je me suis inspiré de ses sœurs, de ses belles-sœurs, de ces femmes venues, descendues de la montagne au début des années 60, venues en France, complètement paumées, et qui se sont sacrifiées, qui n'ont vécu que pour les autres, jamais pour elles. Et je me suis souvenu, il y a quelque temps déjà, que ma mère, cette espèce de sainte, puisqu'on les a prises pour des saintes, nos mères, un jour, une espèce de confiance invraisemblable, elle me parle de sa jeunesse, ses premières années en France, dans une espèce de ghetto au nord de Toulouse, et elle me dit, et il y avait ce beau gitan au regard ténébreux. Et là, j'ai pas eu envie qu'elle m'en dise plus. Et je me suis souvenu que j'ai longtemps rêvé de savoir qui était ma mère. Parce que pour nous, gens de la seconde génération, elles sont restées des étrangères. Nous, on est devenus français. Un fossé s'est creusé. Et on a connu que les mères sacrificielles. Et est-ce qu'il n'y a pas une femme planquée derrière ces mères? Elles ont été mères et jamais femmes. Et l'idée m'est venue d'imaginer que cette femme, à la fin de sa vie, exauce ses vœux de devenir une femme, sous toutes les configurations possibles. Et je vais porter des pantalons, je vais aller chez le coiffeur, je vais travailler, passer mon permis, aimer peut-être. Toutes ces femmes ont renoncé à peu près à tout. Parce que il y a comme ça une chape de plomb qui pèse sur les femmes, qui est vous n'existerez que pour les autres. Alors ça existe dans toutes les cultures, la femme oppressée par les mœurs, les coutumes, les tabous, les préjugés. Elles ont à peu près cédé à tout pour sauver l'honneur du mari, sauver l'honneur des enfants, sauver l'honneur de la tribu, sauver l'honneur du prophète, de la religion, du ciel entier. Donc comment se libérer d'une telle charge? Si elles ont cédé, j'allais dire, dans la pratique, elles n'ont pas cédé dans leur tête. Et les rêves sont restés. J'ai voulu raconter l'aliénation portée par nos parents, l'aliénation dont nous sommes porteurs, nous, gens de seconde génération, et finalement l'aliénation aussi qui infuse. Et donc c'est raconter cette infusion qui passe d'une génération à l'autre, à se demander mais à quel moment on accède à un statut de libre arbitre, à quel moment est l'achèvement d'un être, à quel moment ça finit d'être soi, en fait. Et donc, voilà, il pèse tout le chemin qu'il a encore à parcourir pour être ce qu'il a cru qu'il était, un individu s'étant affranchi de tabous, de Dieu, du ciel, des règles, des conventions. Et c'est un peu cette bataille-là qui se joue. Sans pour autant me sentir tout à fait comme à la maison. L'écriture, ça a été une façon de me trouver. Et quand on se trouve, donc on peut écrire, puisqu'on est soi, enfin. Et cette écriture sert à régler des comptes. Moi, par exemple, je me suis dit, il faut que j'écrive notre histoire de gens de l'immigration, parce que l'histoire de France ne va pas l'écrire. Et parce que l'immigration, depuis au moins le début du XXe siècle, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la mémoire collective française. Et quant à ma génération, il y a eu la marche des beurs. Elle a disparu de la mémoire collective. Et donc j'ai cette idée que, puisqu'on ne sera pas dans les livres d'histoire, écrivons-les nous-mêmes.
Chez soi sur la carte, et pas sûr qu'on trouve ailleurs un monde. Que j'ai fini par accepter l'idée que j'étais dans une schizophrénie permanente, une schizophrénie de 3 étoiles, si j'ose dire. Parce que quand on a le privilège d'écrire ou de peindre ou de chanter, quand on a une expression artistique entre les mains, on est quand même dans un privilège. J'ai couru derrière la francité, j'ai voulu plaire aux Français, j'ai voulu les convaincre que j'étais français. Et donc j'ai redoublé d'efforts pour maîtriser des subjonctifs de l'imparfait, pensant que un subjonctif prouvait qu'on était un bon français. Je me suis forcé à entrer dans des églises. C'est une course infernale parce que vous pouvez faire... J'ai compris qu'on pouvait produire la plus belle œuvre qui soit, vous ne serez jamais assez français pour nous. Et que finalement, quand on est d'origine algérienne, qu'on a un prénom maghrébin, de culture musulmane, vous serez admis, mais jamais parmi nous. Vous serez toléré, même accepté, mais dans une zone grise. Vous ne serez, voilà, il y aura toujours les Français et vous. Et jusqu'à ce que je me dise, je suis trop français, il faut que je le sois moins. Et je crois que j'ai essayé d'être moins français en repartant en Kabylie, en réapprenant le berbère, en aimant davantage mes cousins, comme si je rééquilibrais quelque chose que j'avais trahi une moitié. Eh, nous, les berbères, tu nous en donnes pas assez. Et les Français, ah, tu nous en donnes plus autant. Et donc il y a cette bataille-là jusqu'à ce que j'accepte de ne plus avoir à plaire. Bien pratique, une réponse toute faite. Avant qu'on ait dit Si la France ne veut pas admettre qu'on puisse être français sans être ni blanc ni chrétien, je vais dire qu'elle se démerde. Parce que l'universalité étant préconisée par la République, dit quelle que soit la couleur de ta peau, etc. Bon, mais ce sont de 20 mots, puisque voilà, ils portent ça. D'ailleurs, du coup, c'est la schizophrénie à la française, que de porter un étendard l'idée universelle et de si peu vouloir la mettre en pratique. On nous dit intégrez-vous, et en fait, c'est apprenez à intégrer. En réalité, le doigt doit être dirigé vers la République et non pas vers les immigrés. et tant pis si ça n'arrive jamais. Maman avait une formule magique.